Le récap info pour savoir et comprendre cette semaine avec Frédérique Puissat, sénatrice LR de l'Isère. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à tous. Les Républicains doivent être le parti des milieux de cordée. C'est ce qu'a dit cette semaine Laurent Wauquiez, qui espère installer la droite comme la principale force d'opposition à Emmanuel Macron. L'objectif est loin d'être atteint. Le leader LR est contesté dans son propre camp, où l'on reconnaît que le rassemblement sera un long chemin. Mais l'espace politique laissé par les nouveaux marcheurs ne condamne-t-il pas les Républicains à se radicaliser, à radicaliser leur position ? Frédérique Puissat va répondre à toutes nos questions. Conseillère départementale du canton Matésine-Trièves et donc sénatrice membre de la commission des affaires sociales. Et on abordera évidemment plusieurs sujets sociaux. Un mot quand même sur le schisme au sein des Républicains, les sociaux derrière Valérie Pécresse, les plus radicaux derrière Laurent Wauquiez. Vous voyez la réconciliation en vue ou pas ? Alors je ne sais pas si on peut caricaturer de cette façon-là. Il y a des personnalités. Chacun essayant effectivement à un moment donné de se positionner. Le dernier rassemblement national qui a eu lieu, alors j'utilise le terme peut-être pas bon escient, mais en tout cas le dernier congrès qui a réuni l'intégralité des dirigeants des Républicains s'est plutôt très bien passé, dans un souci d'apaisement. Et je pense que c'est important, étant entendu que c'est avant tout un programme qui nous réunira, parce que sinon on va être dans la guerre des égos, et la guerre des égos ne donne jamais les bons résultats. En tout cas, il y a des personnalités intéressantes. Valérie Pécresse en est une, Xavier Bertrand en est une autre. Le président des Républicains a été élu, et c'est le président des Républicains. Il est en ce sens incontestable. Mais il aura besoin de tout le monde. Alors bien sûr qu'il aura besoin de tout le monde, mais on le voit, je veux dire, quand on regarde la majorité de la région Auvergne-Rhône-Alpes qu'il préside, il a besoin de tout le monde. Quand on regarde la majorité du département de l'Isère, on a besoin de tout le monde. Et je pense que de toute façon, on a la nécessité d'écouter la pluralité d'abord de nos populations et la pluralité des composantes de la droite aujourd'hui. J'ai aussi entendu cette semaine Damien Abad, qui sera sans doute le chef de file des Républicains aux prochaines européennes, dire le chemin de la réconciliation, du rassemblement sera long, ne le cachons pas. C'est-à-dire que quand on a perdu à des élections, et c'est le cas sur les dernières présidentielles, nécessairement, vous avez évoqué le mot de schisme, je crois qu'il est là le schisme, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut effectivement qu'on se restructure, qu'on se recompose et qu'on fasse avec l'intégralité des alliances pour au final, élire celui qui nous représentera au niveau des européennes, portant effectivement un certain nombre de valeurs et apportant un programme également, et puis derrière pour les présidentielles, et on sera au rendez-vous des présidentielles. En amont, on aura bien entendu les municipales, les intercommunalités, le département et la région. Ouais, ça sera beaucoup d'élections tests avant les présidentielles quand même. Oui, mais qui reposent quand même sur des données très différentes. Quand on prend effectivement des élections nationales, la personnalité pèse, mais le programme pèse beaucoup et la représentation pèse beaucoup. Quand on est sur du local, la personnalité pèse encore plus. Quand vous voyez le récent sondage IFOP pour le JDD qui donne Nicolas Sarkozy et même Alain Juppé plus populaires auprès des Français que Laurent Wauquiez. Oui, alors vous savez, quand Nicolas Sarkozy était candidat, il était le dernier dans les sondages. Aujourd'hui qu'il ne l'est plus, il redevient le premier. Si on interroge les Français, ils nous rappellent haut et fort qu'ils préféraient effectivement le président Chirac et que sans doute il serait aujourd'hui élu président dans le contexte qu'on connaît. Cette semaine, en meeting à Divonne, dans l'Ain, Laurent Wauquiez a accusé le chef de l'État, le président Macron, d'abandonner les territoires. Vous partagez cet avis ? Oui, je pense qu'on a effectivement... vous savez, moi je résume souvent ce gouvernement à deux strates. On a le président de la République et puis en bas, on a le citoyen connecté. Et tous les corps intermédiaires, que ce soit les collectivités, que ce soit les communes, les intercommunalités, les départements, les régions, que ce soit le paritarisme au niveau du social, on en parlera peut-être tout à l'heure au niveau de l'assurance chômage, tout le monde est un peu piétiné, considérant qu'à un moment donné, il y a une autorité qui est en haut et puis il y a le citoyen qui est en bas. Moi, c'est pas comme ça et je crois qu'on est plusieurs à considérer que la société ne peut pas fonctionner comme ça. Et on a un peu ce sentiment-là et je crois que le président Wauquiez a eu raison de le rappeler. Du reste, la conférence des territoires qui ne réunit plus l'association des départements de France, l'association des régions de France, l'association des maires de France, ça pose quand même un certain nombre de difficultés. Et quand on connaît ces structures, on sait en règle générale que c'est des structures consensuelles, on peut se dire qu'il y a un vrai cri d'alarme qui est lancé de la part des territoires.
Allez, on va égrener quelques sujets qui émaillent l'actualité très régulièrement. Bien sûr, à Grenoble, la sécurité. Alors, on a appris en fin de semaine que le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, viendrait à Grenoble la semaine prochaine, le 28. Il a répondu favorablement à la demande des députés En Marche de Grenoble, Saint-Martin-d'Hères et Chirol. Ces derniers espèrent que le ministre inscrira le secteur sur la liste de ceux qui bénéficieront d'ici 2020 du dispositif de quartier de reconquête républicaine, qui vient en plus dans le dispositif que les zones de police du quotidien. Vous dites quoi, le ministre à Grenoble, il était temps ? Alors d'abord, j'allais dire qu'il n'a pas répondu qu'à la demande des députés La République En Marche. Il a répondu à la demande d'une majorité d'élus. Vous lui avez écrit également il y a quelques temps. On lui a écrit avec Michel Savin. Un certain nombre de maires ont interpellé le ministre de l'Intérieur. Et puis les autorités, que ce soit le préfet, que ce soit la directrice de la police nationale, le directeur de la gendarmerie nationale, sont soucieux d'avoir en proximité un ministre qui vient et qui se rend compte de ce qui peut se passer sur les quartiers aujourd'hui à Grenoble. Donc je pense que c'est une très bonne chose qu'il soit présent. J'espère qu'il va avoir, j'allais dire, le temps nécessaire à pouvoir percevoir l'intégralité des problèmes de Grenoble et de la métropole, qui sont nombreux. Je sais que le président du département souhaite l'inviter pour parler des mineurs non accompagnés, par exemple, mais on a aussi tous les enjeux de réseau de drogue, on a aussi tous les enjeux liés au mouvement anarchiste, et on a effectivement sur Grenoble, j'allais dire, une vraie situation. Et comme je le dis, moi je ne suis pas ressortie indemne de cette journée, pourtant je suis grenobloise, je connais les quartiers, mais franchement j'ai été traumatisée par cette journée que j'ai vécue avec Michel Savin et la police nationale et la BAC, qui a commencé à 9h, qui s'est fini à 1h du matin. Bon, un certain nombre de parlementaires j'allais dire, ont un peu minimisé les choses de façon peu respectueuse, mais franchement, moi j'invite un certain nombre d'élus à aller sur le terrain. Je pense qu'on peut être très inquiet et on doit être collectivement, j'allais dire ensemble, pour pouvoir enrayer ce qui se passe aujourd'hui sur l'agglomération grenobloise. Vous avez suivi effectivement des patrouilles de la BAC et de la BST sur le terrain toute une nuit. Oui. Qu'est-ce que vous avez observé ? Alors moi j'ai observé d'abord 3 choses. La première, c'est qu'on est quand même dans des quartiers où il y a des gens qui vivent dans des situations, des citoyens classiques, dans des situations qui franchement m'ont inquiété. Quand on rentre dans la tour Mistral, qui est en cours de réflexion, très honnêtement, j'ai été atterrée de la situation des marches d'escalier, des ascenseurs. Alors on peut me dire, on crie haut et fort depuis un certain nombre de temps. Mais franchement, moi j'ai reçu ça un peu en pleine face. Donc ça c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est qu'effectivement les réseaux de drogue sont une vraie problématique sur l'agglomération, sur Grenoble et sur les communes qui sont aux alentours, avec des enjeux financiers et une barbarie de la part de ces gens qui franchement est très inquiétante. Et puis la troisième chose, c'est qu'on a rencontré des hommes et des femmes motivés, des agents de la police nationale, et c'est identique pour la gendarmerie que je connais par ailleurs, qui restent encore motivés. Donc je me dis, il y a quelque chose à faire. Encore faut-il qu'on y aille collectivement et qu'on soit écouté au niveau du gouvernement. Des agents motivés, mais qui se plaignent du manque de moyens face à des réseaux qui, eux, en ont des moyens. Absolument. Et puis surtout du manque de moyens, je veux dire, sans aller chercher, j'allais dire, des moyens supplémentaires, on a déjà 30 postes non pourvus sur Grenoble et l'agglomération. Je veux dire, on ne parle même pas de financement. Ça veut dire que les professionnels ne veulent pas venir à Grenoble. Alors, ils ne veulent pas venir parce qu'effectivement, c'est difficile, mais ils ne veulent pas venir aussi parce qu'il n'y a pas les primes nécessaires et qu'on ne reconnaît pas ce territoire comme un territoire compliqué. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde en a fait le constat et je crois que c'est déjà un premier geste qu'on attend du ministre en la matière avant d'avoir les effectifs supplémentaires qui, de toute façon, n'arriveront pas avant 2019-2020. Mais on a quand même possibilité, par les collectivités et par un rassemblement collectif, de pouvoir agir en la matière et d'être aux côtés des hommes et des femmes qui interviennent aujourd'hui sur le terrain. Mais quand on entend les descriptions faites par le procureur de la République, oui, par exemple, qui parle de réseaux très organisés, de réseaux mafieux, vous avez pu le constater en une nuit, ça ? C'est compliqué de constater ça, mais quand on voit effectivement les sommes qui transitent aujourd'hui par réseau, que ce soit sur Mistral, que ce soit sur l'Allemagne, que ce soit sur Saint-Martin-d'Hères, que ce soit sur les quartiers Saint-Bruno, qu'on nous dit que c'est de l'ordre de 20 à 30 000 euros par jour, avec des jeunes et une organisation qui franchement, comme je dis souvent, Grenoble École de Management n'a rien à enlever à ces circuits-là. Et la barbarie qu'il y a derrière, franchement, on ne peut qu'être inquiet. Et c'est vrai qu'on a pu mesurer qu'il y a une organisation qui est en place. Alors, vous parliez tout à l'heure du procureur. Moi, je crois que ce qui est important de souligner aussi, les forces de gendarmerie, les forces de police, le procureur, le préfet et les élus, quasiment tous, marchent main dans la main. Et ça, je crois qu'il faut le souligner. Maintenant, il faut qu'on ait le gouvernement à nos côtés pour pouvoir effectivement
pourvoir les postes qui ne sont pas pourvus, donc effectivement apporter les primes nécessaires reconnaissant la dangerosité effectivement d'un certain nombre de communes. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Moi, je pense qu'il ne faut pas se cacher derrière des espèces de phrases qui tendraient à dire que rien ne se passe sur ce secteur-là. Les gens le voient, les gens le vivent. Et derrière, il faut effectivement qu'on ait les effectifs supplémentaires. Oui, parce que si tout le monde fait ce qu'il a à faire et fait le maximum, c'est encore plus inquiétant, hein. Oui, enfin encore, tout le monde aujourd'hui n'est pas, j'allais dire, en coercition pour pouvoir faire. J'allais dire, quand on regarde l'intégralité des collectivités, si je prends par exemple le département de l'Isère, vous allez me dire c'est un détail, mais pas que. Quand on s'aperçoit qu'on a effectivement des cellules de fraude contre le RSA. Si à un moment donné, on s'aperçoit qu'une famille a des signes d'extérieur de richesse qui ne correspondent pas à ses revenus officiels, ça veut dire qu'il faut tous y aller ensemble en essayant de se mettre... vous savez, on a vu quelqu'un qui était, j'ai pas peur de le lire, hein, qui était handicapé et qui fait partie des plus grands brigands visiblement de Grenoble. On doit certainement lui verser une allocation à ce monsieur. Donc on a effectivement des textes de loi à respecter, mais à un moment donné qu'on soit en coercition les uns et les autres pour y aller sur un certain nombre de familles et pour y aller sur un certain nombre de secteurs, il faut y être. Parce que sinon on abandonne un certain nombre d'agents dans des quartiers qui sont compliqués et avec le sentiment qu'ils n'ont pas à leur côté les collectivités qui doivent être à leur côté. Alors vous évoquez l'engagement de chacun sur cette question. On observe depuis plusieurs semaines un véritable bras de fer entre les députés En Marche du secteur et le maire écologiste de Grenoble. La semaine dernière, sur ce plateau, la députée En Marche, Émilie Chalas, était notre invitée et elle reprochait très clairement à Éric Piolle de ne pas jouer le jeu en matière de sécurité. Aujourd'hui, la ville de Grenoble ne joue pas le jeu de la coopération. Il revendique cette coopération, mais il ne joue pas le jeu. Par exemple, sur la police municipale et les effectifs. En 2013, 93 policiers municipaux. En 2018, 96 policiers municipaux. Il n'y a pas eu de recrutement. Alors, on entend parler de recrutement en septembre, j'attends. Ensuite, si on veut, dans les quartiers de la politique de la ville, intervenir solide, renforcé, il faut que quand Éric Piolle dit, par exemple, qu'il faut supprimer le code postal 38100 dans un des derniers articles du Dauphiné libéré, bien, en disant il faut unir les Grenoblois. Bien évidemment, on ne peut pas être contre ce principe-là. Sauf que ces policiers municipaux ne vont jamais dans le 38100. Donc à un moment, il ne faut pas prendre les Grenoblois et surtout ceux du 38100 pour des imbéciles. 38100, c'est les quartiers qui sont en frontière avec les Chirolles. Exactement. Le sud, pas que, le sud des boulevards, des grands boulevards grenoblois. D'accord, c'est ça la réalité. Le maire de Grenoble ne joue pas le jeu en matière de sécurité. Vous savez, moi, je n'ai pas envie d'entrer dans cette polémique. Le maire de Grenoble, tout le monde a entendu ses déclarations sur les caméras, sur un certain nombre de choses. Bon, je pense que tout le monde a tiré un certain nombre de conclusions de son positionnement. On ne peut pas, entre guillemets, insulter ou vilipender une collectivité ou des parlementaires et après leur demander de se mettre autour de la table. Si on veut fédérer, si on veut s'occuper de la sécurité, il faut qu'on soit tous ensemble. Et je suis désolée, aujourd'hui le maire de Grenoble, il est là. Donc il faut qu'on fasse avec le maire de Grenoble et cette majorité. Donc on doit effectivement agir ensemble dans l'intérêt des citoyens. Et je vous dis, moi, quand je vois la façon dont peuvent vivre un certain nombre de personnes dans ces tours, dans ces secteurs, je peux comprendre qu'ils aient peur au quotidien et qu'à un moment donné, on nous ressasse le passé ou qu'on nous fasse un certain nombre de constats. Oui, on le fera. Oui, on le fera tous au moment des municipales. Les questions aujourd'hui sont simples. Est-ce qu'il faut armer les polices municipales? Est-ce qu'il faut continuer à déployer la vidéoprotection dont certains nous disent qu'elle n'est pas efficace? La réponse est oui. La réponse est oui. Pour les deux questions, la réponse est oui. On a écrit, nous, en ce sens, au maire de Grenoble avec Michel Savin. Donc, on est effectivement... Il vous a répondu ? Non, mais le courrier n'a pas été envoyé il y a longtemps, donc je ne vais pas lui jeter la pierre. Je pense qu'il va nous répondre, hein, je n'ai pas de doute. Mais très honnêtement, quand on est aux côtés des forces de police nationales et qu'ils nous disent qu'ils ont besoin d'un renfort municipal avec des policiers qui soient en capacité de pouvoir faire face à un certain nombre de difficultés, donc qu'il y ait des armes et qu'il y ait effectivement des caméras de sécurité, la réponse est oui. Donc il faut qu'on porte cette parole et qu'on fasse entendre cette parole-là. Après, il y aura des élections. Je crois que Mme Chalas est peut-être candidate. Elle portera son programme. Mais en attendant, moi, je le dis haut et fort, on ne peut pas insulter les élus, on ne peut pas les vilipender et leur dire « venez vous asseoir autour de la table, on va discuter ». C'est pas comme ça que ça marche. Entendu. On évoquait les effectifs policiers. Vous ne m'avez pas parlé des effectifs du monde de la justice. Quand on entend le procureur de la République de Grenoble dire concrètement, je n'ai pas les moyens de poursuivre les ports d'armes, les ports de couteaux par exemple, il n'y a pas un problème là? Oui, mais vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire qu'on marche sur deux pieds en matière de répression. Je ne parle pas de prévention, mais de répression. On a la justice d'un côté avec le parquet et on a effectivement à un moment donné les forces de police. Les législateurs ont un travail à faire, notamment sur la garde à vue, où on a besoin de rééquilibrer la place de la victime par rapport à la place du présumé coupable. Mais on a besoin effectivement d'assurer des effectifs supplémentaires au procureur, parce que qu'est-ce qu'il fait le procureur sinon? Effectivement, il va faire un certain nombre de
psychiatrie. Mais quand je vous disais tout à l'heure qu'on doit y aller collectivement, je me permets d'insister sur des points de détail. Quand j'ai des policiers nationaux qui me disent, quand on court après, parce que c'est bien ce qui se passe, hein, quand on court après des dealers dans les coursives des bailleurs sociaux, et qu'à un moment donné, on n'a pas le pass pour pénétrer sur l'intégralité des coursives, alors que eux les ont, on a effectivement besoin de se dire collectivement comment est-ce qu'on peut, entre guillemets, armer le mieux possible nos professionnels sur le terrain. Bon. Et là, il faut effectivement qu'on se mette autour de la table, et il ne faut pas effectivement... Le moment des élections, ça sera le moment des élections, chacun en tirera les conclusions, mais aujourd'hui, on a une vraie situation d'urgence sur la métropole et sur Grenoble. Madame la sénatrice, si on en est à régler ce genre de problème de passe, on a encore beaucoup de travail à faire. Oui, mais je prends l'exemple du pass parce que c'est du quotidien. Mais ça devrait être réglé en un coup de fil, ça, non? Eh bien oui, ça devrait être réglé en un coup de fil. Eh bien, on n'en est pas là aujourd'hui. Et je vous prends un autre exemple, excusez-moi, celui de la gare de Grenoble. J'ai fait une expérience intéressante il y a quelques jours en arrière où j'ai pris le dernier train qui partait de Paris et qui arrivait à Grenoble à 1h40 parce qu'il y a des problèmes sur l'autoroute. Je me suis retrouvée d'un côté de la gare de Grenoble avec ma voiture garée de l'autre côté en me disant comment est-ce que je vais faire pour aller d'un côté à l'autre. Il m'a fallu traverser tout un tas de quartiers, c'est-à-dire 1,5 km à 1h40 du matin. Quand à un moment donné, on doit phaser un certain nombre de choses, on ne met pas les gens en insécurité. Mais encore faut-il que collectivement, on prenne en compte tout ça. Et ma foi, les élections ont eu lieu. Il y a des élus de part et d'autre. Il y a des élus au niveau des mairies, il y a des élus au niveau de l'intercommunalité. Parlons effectivement de façon construite pour aider les hommes qui sont aujourd'hui sur le terrain, les hommes et les femmes qui sont sur le terrain. Il sera sur le terrain, ici à Grenoble, Gérard Collomb, je le disais, le ministre de l'Intérieur, qui annonce avec quelques mois d'avance sa démission future cette semaine. Comment vous avez réagi ? Disons que je réagis quand même à un principe où on assiste quand même à une majorité du gouvernement qui commence un peu à partir dans tous les sens. On a vu le ministre de l'Environnement, qu'au passage je ne pleure pas, mais bon, qui a quitté, Nicolas Hulot, qui a quitté le gouvernement. On a vu la ministre des Sports qui a quitté le gouvernement. Et là, on nous annonce effectivement que Gérard Collomb fait le choix de la mairie de Lyon plutôt que de rester au gouvernement. Bon, moi, je le dis, hein, le poste de ministre de l'Intérieur, c'est pas simple. Il assure quand même plutôt relativement bien cette fonction. Donc, moi, à titre personnel, je le regretterai. Après, sur la forme, c'est quand même très surprenant quand on a effectivement une constitution qui énonce qu'à un moment donné, quand on quitte un gouvernement, on s'adresse d'abord au Premier ministre et ensuite au Président de la République, de l'annoncer dans la presse. Bon, c'est une forme un peu nouvelle d'organisation qui, moi, me surprend un peu. Oui, et 8 mois à l'avance. Et 8 mois à l'avance. Donc, c'est vrai que pour les hommes et les femmes qui sont quand même sur le terrain, c'est pas très mobilisateur. Allez, parlons un peu d'aménagement du territoire. Le plan santé a été présenté cette semaine par Emmanuel Macron. 54 mesures de réforme pour tenter de sauver notre système de soins et de santé, pour le restructurer pour les 50 ans à venir, a-t-il le président, notamment pour lutter contre les déserts médicaux. Alors, vous êtes une élue des territoires, pour ne pas dire de la ruralité, dans le Trièves, dans la Matésine. Alors, parmi les solutions, la suppression du numerus clausus pour former davantage de médecins. Oui, ça c'est plutôt une bonne chose parce que de toute façon, on s'aperçoit très bien que on est sur des enjeux qui sont que symboliques parce qu'on a beaucoup de médecins qui viennent d'autres pays. Donc le principe du numerus clausus n'a plus de raison d'être. Enfin, ceci étant, un plan santé, c'est avant tout une dette à résorber. Je n'oublie pas quand même que ce gouvernement, dans les différentes mesures qu'il a pu prendre, et je ne sais pas comment va se financer ce plan santé, on attend de voir. On aura le projet de loi de finances sur la sécurité sociale qui va nous arriver prochainement. Dans les décisions qu'il a pu prendre, n'a fait qu'aggraver la dette de notre pays. Donc j'attends de voir comment est-ce qu'on va financer ce plan santé. 3,4 milliards d'ici la fin du quinquennat. Voilà, c'est très bien. Quand on a effectivement 230 milliards de dettes au niveau de la sécurité sociale, on peut quand même se questionner de savoir comment est-ce qu'on va financer tout ça, si ce n'est effectivement en aggravant la dette actuelle, ce qui n'est bon pour personne et qui ne donne espoir, j'allais dire, à personne pour relancer la consommation, ce qui est quand même un enjeu majeur. Alors après, voilà, quand on prend ligne à ligne sur 50 propositions, il y a des choses qui sont intéressantes. Je pense que les assistants médicaux que le président ou que la ministre souhaite mettre en place, c'est plutôt intéressant parce qu'on forme des médecins, il faut les mettre face aux patients et non pas leur faire un certain nombre de tâches administratives qui est autant de temps perdu pour le temps médical. Donc ça, c'est intéressant. Reste à voir comment on va financer tout ça. Et ça, c'est la vraie question. Parce qu'on a quand même un gouvernement qui est champion du monde de la communication et derrière, d'un point de vue financier, ça pose quand même un certain nombre de difficultés. Les assistants médicaux qui viendraient donc épauler les généralistes. L'objectif, gagner 15 à 20% de temps médical. Absolument. On a quand même au niveau de la médecine, alors on pourra effectivement évoquer différents sujets, mais on a quand même au niveau international et européen le plus fort temps
hors patient chez nos médecins. C'est-à-dire que nos médecins sont effectivement formés et effectivement, ils ont beaucoup de temps, soit parce qu'ils font un choix de travailler pas à temps plein, donc effectivement, ils sont chez eux, soit effectivement, ils ne sont pas devant les patients et c'est bien notre difficulté. Après, le numerus clausus, très honnêtement, c'est presque un détail. Parce qu'on peut tout à fait dire on fait sauter le numerus clausus. Encore faut-il savoir comment on va former nos étudiants et puis surtout comment on va financer les postes de médecins. Bon, puis en plus, c'est une mesure qui aura un effet dans 10 ans, hein, puisqu'on oui, on met 10 ans pour former, des médecins. Donc, ce ne sera pas pour tout de suite. En tout cas, la Fédération hospitalière a estimé que ce bonus budgétaire dont vous parlez, il représente à peine la moitié de l'effort d'économie demandé en 2018 aux hôpitaux. Oui. Quand on voit effectivement la situation des hôpitaux et qu'on discute avec un certain nombre de médecins, on se rend compte qu'on est dans un contexte qui est assez compliqué et on n'est pas forcément au rendez-vous. Alors après, on est sur un système qui est déficitaire, donc il faut effectivement qu'on pense les choses de façon différente et qu'on s'appuie sur le réseau que sont les médecins libéraux qui sont en territoire et qui doivent assurer, alors j'ai vu qu'il y avait une mesure pour assurer les permanences de week-end et de nuit, parce que c'est une vraie difficulté, hein. On avait préalablement ce temps de médecins qui étaient affectés au territoire et qui désengorgeaient les urgences. Aujourd'hui, on est effectivement sur des urgences qui sont engorgées parce qu'on perd ce temps en territoire. Et c'est dommageable pour tout le monde. Même si on a des services de pompiers qui sont bien structurés. Ce qu'on a vu aussi dans ce plan, c'est les téléconsultations, les consultations à distance. Oui. Bon, alors j'attends de voir. Alors effectivement, on a fait des avancées avec une prise en charge des téléconsultations, mais vous savez, il y a très longtemps qu'on a, nous, installé des téléconsultations en milieu rural, parce que ça a été une grande mode, sauf qu'on avait bien le matériel, on avait bien le médecin qui était en milieu rural, mais on n'avait personne à l'hôpital pour répondre. Alors tout ça repose parfois sur des accointances personnelles, et ça ne dure pas très longtemps. Alors la ministre y croit beaucoup. Moi, j'attends de voir, je suis très sceptique en la matière. Allez, on continue notre survol de la semaine. Frédérique Puissat, il faut arrêter d'emmerder les retraités. Cette petite phrase, elle est attribuée à Emmanuel Macron. Il l'aurait dit il y a quelques jours, alors que le numéro 1 de En Marche proposait de revoir la fiscalité sur les successions. Cette semaine, le Premier ministre est allé à la radio pour rassurer les retraités. Ils seront non plus 100 000, mais 300 000 finalement à bénéficier d'un geste fiscal destiné à compenser la hausse de la CSG. Alors, je trouve le propos assez maladroit. Alors, je ne sais pas dans quel contexte il a été évoqué. Je ne suis pas sûre que ce soit un contexte qui soit très public. Enfin, il a été repris par la presse. C'est des propos rapportés. Alors bon. Voilà, ce sont des propos rapportés. Mais le mal est fait. Le mal est fait. On va effectivement avoir un coup de pouce qui va intervenir sur 300 000 personnes, sur 16 millions de retraités, donc 2% d'une population. Moi, je crois que les retraités ont très mal vécu cette mesure. Je tiens quand même à dire que nous avons été les premiers à alerter dans le cadre du projet de loi de finances sur la sécurité sociale, sur l'impact qu'allait avoir la hausse de la CSG et le passage d'une baisse des cotisations salariales à un passage à la CSG, à une fiscalisation sur les retraités. Nous n'avons pas été écoutés, ni par le ministre en charge du budget, ni par le Premier ministre. On l'avait proposé en amendement. L'Assemblée nationale nous a effectivement retoqué. Alors moi, je veux bien croire que les députés soient aujourd'hui et le gouvernement soient très attachés à soutenir les retraités. Il fallait y penser avant. Parce que je peux vous dire que quand on a 50 € en moins par mois, ça fait grincer des dents. Et moi, je comprends les retraités. Mais franchement, on nous a assuré haut et fort qu'il y aurait une compensation vers la taxe d'apprentissage. On était très sceptiques et on a eu raison. Alors, on essaye de faire un rattrapage de dernière minute. Le mal est fait. Et en termes de consommation, c'est dramatique parce qu'on sait que les retraités ont un pouvoir d'achat qui est intéressant pour la relance de la croissance dans notre pays. Vous évoquez votre travail de parlementaire. Il y a un autre sujet sur lequel vous dites on a été complètement squeezé, ignoré, oublié, c'est la réforme de l'apprentissage. Oui, c'est la réforme de l'apprentissage parce que, et c'est surtout, j'allais dire, les parlementaires, mais surtout les régions. Quand on parlait tout à l'heure, je synthétisais en disant qu'on avait le président de la République, puis le citoyen connecté en bas et qu'on oubliait toutes les strates intermédiaires. Les régions ont fait un effort important sur l'apprentissage. C'est pas simple l'apprentissage, hein, parce que c'est un rendez-vous entre un financement, entre un maître de stage et entre des jeunes qui veulent se former. Il y a un système de l'éducation nationale qui parfois peut être réfractaire à l'apprentissage, encore que ça progresse. À un moment donné, quand ce gouvernement dit on retire cette compétence aux régions et on l'attribue aux branches. Alors d'abord, faut-il savoir ce que sont les branches. Il y en a 700 aujourd'hui. On veut les réduire effectivement à une centaine. Le travail n'est pas encore fait. Mais surtout, toutes les régions qui ont travaillé en la matière,
elles se sentent effectivement dépossédées d'une compétence. Je rappelle quand même que les dites régions avaient quand même des services, avec des fonctionnaires, qu'elles vont être frappées par un pacte financier et que du coup, on va être sur une logique où on va garder des fonctionnaires qui sont là jusqu'à la fin de leur vie, sans la compétence et sans les financements. Ça pose quand même des problèmes de réflexion et d'irrespect vis-à-vis des collectivités. Donc nous n'avions pas cette position au niveau du Sénat, nous n'avons pas été entendus et je trouve ça très dommageable parce qu'on dessert les régions. Et vous savez, pour toutes les personnes qui aujourd'hui recherchent un apprenti, eh bien, c'est pas simple. Alors, on peut très bien me dire qu'avec la nouvelle loi, tout va changer, mais aujourd'hui, c'est pas simple. Et ce système de tuyauterie qui consiste à débrancher d'un côté pour rebrancher de l'autre, comme je dis, j'espère que le président Macron, c'est l'homme qui marche sur l'eau. Parce que très honnêtement, si ça marche pas, ça veut dire qu'on détricote 50 ans de construction sociale dans ce pays. Donc, j'espère que ça va marcher, mais je reste très sceptique sur cette logique de tuyauterie qui, à mon avis, n'est pensée ni avec les collectivités, ni même avec ceux qui faisaient préalablement cette politique. Ceci dit, l'apprentissage, il fallait faire des économies, il fallait réformer. On sait que ça coûte très très cher et que le système n'est pas efficace. Il fallait simplifier. En même temps, il y a un certain nombre d'acteurs. Les branches, depuis longtemps, et c'était une revendication de MEDEF, souhaitaient effectivement se saisir de l'apprentissage. Je veux dire, on a un certain nombre de collectivités qui ont fait des efforts pour que les entreprises prennent des apprentis. On va voir ce que ça va donner, mais jusqu'à maintenant, on avait quand même un maillage qui existait. La question de savoir comment on va financer les CFA, les centres de formation d'apprentis, on ne le sait pas. La question de l'aménagement du territoire, parce que vous savez, quand vous avez un centre de formation qui est situé en milieu rural et qui a toute sa raison d'être, c'est peut-être pas un centre qui est rentable au sens où l'entend ce gouvernement, mais il a sa raison d'être dans un environnement. Je me demande comment est-ce qu'effectivement on va prendre en compte tout ça. En tout cas, ça sera sans doute sans les régions, et c'est bien dommage, parce qu'on les aurait associés un peu plus et on leur aurait permis à un moment donné de copiloter un certain nombre de choses, on aurait des choses intéressantes et aujourd'hui c'est pas ce qui va se passer. En ce sens, je rejoins ce que je vous disais tout à l'heure, ce gouvernement n'écoute pas les territoires. Autre question que vous suivez de près en tant que membre de la Commission des affaires sociales au Sénat, la réforme de l'assurance chômage. Vous êtes même au Sénat rapporteur de ce projet de loi Pénicaud. Au cœur des discussions, l'avenir de l'indemnisation des demandeurs d'emploi et la fameuse flexi-sécurité. Alors les syndicats disent que chez Macron, il y a beaucoup de flexi mais pas beaucoup de sécurité. Le système est déficitaire, 30 milliards d'euros. Il faut le réformer. Il faut chasser la dette de l'UNEDIC. Alors, le système est déficitaire, mais avec les projections à 2020, il sera à l'équilibre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on perd encore 3 milliards d'euros par an sur le système d'assurance chômage, donc on a effectivement un certain nombre de réformes à faire. Avec 3 milliards d'euros par an, avec un système où on a un financement qui vient des cotisations patronales et des cotisations salariales. Je rappelle que ça va changer, on va passer à la CSG, donc à un impôt. Donc il faudra que l'État soit au rendez-vous pour assurer le même montant que ce qu'il y avait préalablement. Mais on est effectivement sur un système qui tend à l'équilibre en 2020, avec quand même une dette qui n'est pas que celle de l'UNEDIC. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de décisions politiques qui ont été prises, de tous les gouvernements du reste, qui font qu'à un moment donné, la dette s'est creusée et qu'on a effectivement une dette qui correspond à peu près à 11 mois de cotisation, c'est-à-dire grosso modo à 36 milliards d'euros, donc qui contribue à la dette sociale qui est importante dans notre pays. Donc on a besoin de le réformer. Je tiens simplement à dire que la réforme qui a été mise en place par ce gouvernement va encore creuser la dette, puisqu'on a effectivement 500 millions d'euros de perspectives de financement sur lesquelles on n'a pas aujourd'hui l'assurance de la recette, d'autant plus qu'on va effectivement indemniser un certain nombre de demandeurs d'emploi qui ne sont pas cotisants, en l'occurrence les libéraux, et avec effectivement un forfait qui a été attribué, ce qui est plutôt une nouveauté. Alors, le dossier est assez complexe. Intéressons-nous à l'indemnisation des demandeurs d'emploi. On a évoqué une dégressivité plus importante, plus rapide, un plafonnement de certaines allocations. Il faut faire quoi ? La dégressivité est intéressante. Et moi, j'irai en ce sens-là. J'avais fait des propositions d'ailleurs dans le texte de loi sur l'offre raisonnable d'emploi, qui est un dispositif de 2008, où j'avais effectivement essayé de mettre en place un certain nombre de paliers à inscription, à 12 mois, à 24 mois. Et à 12 mois, très honnêtement, il faut qu'on soit dans la dégressivité. D'abord parce qu'il faut inciter effectivement un certain nombre de demandeurs d'emploi à reprendre le travail. Mais à quel rythme ? Parce que la question, c'est le rythme. Après, la question, elle doit se discuter avec les partenaires sociaux. Je rappelle quand même que l'UNEDIC, en tout cas que l'assurance chômage, est gérée par les partenaires sociaux. Et je pense qu'il faut conserver ce principe-là, même si le gouvernement a cadré davantage ce dispositif au travers la dernière loi Pénicaud, prétextant le fait qu'ils assuraient la dette de l'UNEDIC, mais enfin, ils ont quand même largement contribué à le creuser. Donc, très honnêtement, il faut qu'on ait une dégressivité à 12 mois et il faut impérativement
qu'on renforce le dispositif Pôle emploi. Il n'est pas normal, alors qu'on finance Pôle emploi à travers l'assurance chômage, 10% en gros de la recette, c'est-à-dire en gros un peu moins de 4 milliards par an, il n'est pas normal que seulement 12,5% des offres transitent par Pôle emploi, alors qu'on le finance. Donc on doit effectivement avoir qu'une seule porte d'entrée sur l'emploi. Ce n'est pas politiquement correct de le dire, mais je pense que l'addition des dispositifs, que ce soit les missions locales, que ce soit les maisons Pôle emploi, doivent rentrer dans le processus Pôle emploi. On doit davantage effectivement permettre à Pôle emploi de mettre en avant son expertise. Et il y a des agents qui ont une grande expertise dans la matière, parce qu'il n'est pas normal non plus qu'on ait des emplois qui ne soient pas pourvus et qui ne transitent pas par Pôle emploi et qu'on n'arrive pas à mettre en place une adéquation. Je reviens quand même sur la dégressivité des allocations. Vous dites que le système n'est pas assez incitatif. C'est clair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne font pas suffisamment d'efforts? Ça veut dire qu'à un moment donné, quand on n'arrive pas, et qu'on a des offres d'emploi et qu'on a des demandeurs d'emploi et qu'on n'arrive pas à mettre une adéquation, c'est qu'il y a un problème. Donc il y a effectivement un certain nombre de personnes qui ne font pas assez d'efforts, et puis il y a effectivement un certain nombre de personnes qui ont besoin d'être plus informées, et on a besoin effectivement de les mettre davantage en relation. Vous avez pensé quoi? Par contre, sur le plafonnement, je reviens, quand on parle du plafonnement des cadres, on touche 0,005% des populations. Donc, il ne faut pas nous amuser avec ce principe-là. Et en plus, ce sont des gens qui reprennent très rapidement le travail. La dégressivité, la porte d'entrée unique, pour moi, ce sont les deux processus qu'il faut effectivement mettre en avant. Qu'est-ce que vous avez pensé cette semaine de la phrase d'Emmanuel Macron à l'Élysée face à ce jeune horticulteur de 25 ans qui lui disait avoir du mal à trouver du travail, et le chef de l'État lui a suggéré de se réorienter. Je traverse la rue et je vous en trouve, moi, du travail. Alors, citant des emplois dans l'hôtellerie ou la restauration? Ça ne m'a pas choqué. Très honnêtement, ça ne m'a pas choqué. Je trouvais que les médias avaient fait beaucoup de buzz là-dessus. Bon, par contre, ce n'est pas très respectueux pour les horticulteurs, parce qu'il y a quand même un certain nombre d'horticulteurs qui font un travail et qui sont passionnés par leur travail. Donc, en ce sens, c'était peut-être pas très heureux, mais autrement, sur le principe, ça ne m'a pas choqué, très honnêtement. Dans le cadre du plan pauvreté, il y a quelques jours, le président Macron a annoncé la création d'un revenu universel d'activité qui fusionne le plus grand nombre possible de prestations. Un contrat qui ne sera pas sans contrepartie, c'est ce qu'a rappelé sur notre plateau la semaine dernière la députée En Marche, Émilie Chalas. Cet accompagnement est contractuel. C'est-à-dire que ça n'est pas un revenu distribué de façon absolue, il y a une contrepartie. Égalitaire. Il y a un contrat d'engagement entre le gouvernement et l'individu concerné, et la personne concernée. Un engagement réciproque, c'est-à-dire le gouvernement de donner de l'argent et d'accompagner l'individu dans son parcours vers l'émancipation, et l'engagement de l'individu à suivre ses formations, à rechercher du travail, et si c'est quelqu'un de déjà formé ou potentiellement employable, à s'engager au minimum sur les 2 premières offres d'emploi qu'il y a. Sinon, à défaut, fin du revenu. J'ai l'impression d'entendre l'ancienne vice-présidente du département, que vous étiez, quand on avait parlé il y a quelques années, de la réciprocité du RSA. La réciprocité sociale. Moi, j'ai une conviction profonde. On ne se construit dans notre société que par le travail. Parce que socialement, c'est comme ça qu'on existe. Alors, bien entendu qu'après, il y a des phases qui sont un peu compliquées. On a besoin d'un certain nombre de filets de protection quand on est en difficulté. Et les uns les autres, on a pu à un moment donné être soumis aux enjeux du chômage. Moi, la première, j'ai malheureusement subi cette période-là. Donc, on a besoin de filets de sécurité, mais on ne se construit que dans le travail. Donc, ça ne me choque pas. Après, ce qui peut me choquer, c'est qu'effectivement, on évoque un plan pauvreté et que derrière, on est autour de la table, j'allais dire, de la conférence des territoires, ni les départements, ni les collectivités, qui sont quand même, à un moment donné, soit parce que le maire est président d'un CCAS ou d'un CIAS, soit parce qu'effectivement, le président du département gère l'intégralité des dispositifs sociaux, qu'on ne les ait pas mis autour de la table. Parce que c'est comme ça, quand même, qu'on bâtit une politique. Donc, le principe de dire, quand on a effectivement une aide, il y a un engagement, ça me semble être logique. Chacun doit effectivement avoir son chemin. Mais par contre, travaillons avec les partenaires. On ne décide pas tout de Paris en attendant de voir ce qui se passe sur place. Et puis, on assume déjà ses premières responsabilités. Oui, le chef de l'État a notamment annoncé un nouveau service public de l'insertion, mais sans vraiment savoir qui l'assurerait. Bien sûr. C'est le département qui risque de le récupérer. Mais je ne sais pas. En tout cas, le département a en charge le RSA. Il a en charge la protection de l'enfance avec les mineurs non accompagnés et des difficultés financières. Et en plus, au niveau d'un pacte financier, on lui demande de ne pas dépenser plus que 1,2%. Alors après, on a des grands effets d'annonce avec une communication mirobolante. Il faut quand même qu'on soit en adéquation avec des réalités. Donc le principe, oui, mais par contre, travaillons avec
les partenaires. Allez, quelques questions rapides. On va revenir sur les territoires, puisque vous l'évoquiez à l'instant. Sur votre territoire Trièves-Matésine, la ligne SNCF Grenoble-Veynes-Gap, c'est un dossier qu'on suit sur Télé Grenoble. Ça y est, elle est sauvée, cette ligne. Le département mettra de l'argent, la métropole de Grenoble mettra de l'argent. La région Laurent Wauquiez nous a dit qu'il mettrait de l'argent. PACA également. C'est bouclé? Moi, je suis très en colère sur cette ligne. Je vais vous dire, j'ai été sur délégation du président du département à une réunion en préfecture de région PACA il y a 2 jours. Je suis très en colère parce qu'on a aujourd'hui la SNCF qui nous dit, de toute façon, en 2022, compte tenu des enjeux de sécurité, il va falloir qu'on ferme la ligne. Donc, on a effectivement quelques années pour se retourner et pour savoir comment on boucle un financement de 70 millions d'euros avec un véhicule législatif qui s'appelle un contrat de plan État-région, qui est toujours compliqué à mettre en place. Donc oui, nous étions en réunion, la région a dit qu'elle serait au rendez-vous, l'État a dit qu'il serait au rendez-vous, le président Barbier a dit qu'il était prêt à regarder ce qui pouvait effectivement en être du financement du département, et la métropole a dit qu'elle serait au rendez-vous. Donc on a effectivement des logiques de financement qui peuvent en tout cas dire que chacun va être concerné par cette ligne. Par contre, la responsabilité de la région Rhône-Alpes, je dis bien la région Rhône-Alpes, pas l'actuelle majorité, mais la région Rhône-Alpes et sa majorité précédente sous le mandat du président Kéran, cette majorité porte une responsabilité quand même très importante dans la fermeture de cette ligne. Pourquoi? Ils ont mis la poussière sous le tapis? Mais exactement, c'est-à-dire qu'on n'a pas résolu le problème. Et on a aujourd'hui, j'étais avec la vice-présidente de la région Auvergne-Rhône-Alpes, on a aujourd'hui une vice-présidente qui doit faire face à une réalité et on est au pied du mur. Alors qu'on aurait effectivement entrepris ces travaux bien avant, en se souciant davantage de cette ligne, on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc il porte une sacrée responsabilité en la matière. On est bien d'accord que s'il y a des travaux, ça doit être sur l'ensemble de la ligne, c'est-à-dire jusqu'à Gap, en passant par Veynes, enfin jusqu'au bout. La question, c'est de savoir si on doit être sur l'intégralité de la ligne ou si effectivement on a une séquence à faire sur un certain nombre de lignes. Vous savez, moi je suis pas opposée à un pragmatisme en la matière. C'est-à-dire que si à un moment donné on considère que la ligne est en sécurité jusqu'à Vif, jusqu'à Clair, aussi elle est entre un certain nombre de tronçons au niveau des Hautes-Alpes, il faut aussi qu'on raisonne de façon, j'allais dire, pragmatique. Mais je le dis, et je le dis d'autant plus sur la responsabilité de la région Rhône-Alpes, j'insiste qu'aujourd'hui, le premier à crier haut et fort que les choses ne vont pas, c'est Gérard Lerat, qui effectivement est un ancien élu du Trièves, qui a été aux manettes à la région pendant des années, qui, je suis désolée, mais a enterré le dossier et qui aujourd'hui nous dit c'est scandaleux, la région Auvergne-Rhône-Alpes n'intervient pas. Il faut peut-être se souvenir de ce qu'on a fait. C'est dit. Le suivi des loups, le bilan au 7 septembre dernier fait état de 176 attaques déclarées dans le département de l'Isère pour 154 indemnisés. Cela représente 417 têtes de bétail tuées depuis le début de l'année dans notre département. Alors les services de l'État estiment que sur le Vercors et le Trièves, il y a 6 meutes reproductrices de loups. C'est dramatique. C'est dramatique pour l'économie de montagne. Quand le plan loup est sorti, alors les parlementaires n'avaient pas leur mot à dire, puisqu'on on a été sur une consultation qui n'a pas donné lieu à grand-chose, parce qu'entre, j'allais dire, le premier document et puis le document après consultation, rien n'a changé. Et 2 décrets de mise en application signés par le ministre de l'Agriculture et le ministre de l'Environnement. C'est dramatique parce qu'on donne un signal qui est très négatif au milieu rural et au milieu économique de la montagne, en disant qu'effectivement, aujourd'hui, on est à 367 loups, alors qu'on devrait arriver à 500 pour que l'espèce puisse vivre. C'est la même chose pour les ours, au passage, où on nous dit qu'il faut effectivement qu'on ait 10 ours pour que l'espèce puisse vivre. Moi, je suis désolée, mais avant, on a des hommes et des femmes qui doivent vivre sur le territoire. Et aujourd'hui, moi, quand je vois la détresse des éleveurs, quand je vois ce qu'ils subissent au quotidien, je me dis qu'on ne peut pas renvoyer un message de la sorte à toutes ces populations. Alors, c'est vrai que c'est un débat qui déchaîne un petit peu l'idéologie et qu'on a des gens qui sont farouchement pour, d'autres qui sont farouchement contre. Moi, je considère qu'il n'y a pas de compatibilité entre notre économie de montagne et le prédateur. Donc, pour moi, on ne peut pas effectivement avoir des loups sur ce territoire. La difficulté, c'est comment on s'en débarrasse maintenant. Alors, c'est un retour naturel, contrairement à l'ours. Pardon ? C'est un retour naturel du loup. Je ne sais pas. Enfin, je vous laisse la teneur de vos propos. Je ne sais pas. Quand on voit ce qui se passe d'un point de vue génétique, quand on peut voir effectivement un certain nombre de comptages qui ont lieu, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on assiste aujourd'hui à une défiance du milieu de la montagne vis-à-vis des administrations qui est dramatique. Pour votre information, le groupe Les Républicains au Sénat a fait le choix de mandater une personne pour compter les loups au niveau national, ce qui nous permettra d'avoir un chiffre qui sera sans doute peut-être plus proche de la réalité que ce qu'on a aujourd'hui. Donc vous me dites aujourd'hui, pour sauver le pastoralisme, il faut augmenter le nombre de prélèvements, voire éradiquer le loup de nos montagnes ? Je l'affirme. Je l'affirme.
Vous savez que ça va faire, ça va susciter des réactions. Mais peu importe. Moi, je vois la détresse des éleveurs. Je vois le temps qu'on a passé. Il n'y a pas très longtemps qu'on a abattu les derniers loups sur ce territoire. Il y a encore des mémoires d'hommes et de femmes qui s'en souviennent. Et je considère qu'il n'y a pas de perspective. Alors, soit on dit on ne veut plus de pastoralisme. Et dans ces cas-là, on fait un choix et on met le prédateur. Soit on dit effectivement on mise sur l'économie de montagne. C'est ma position et ce n'est pas compatible avec le loup. On a commencé cette émission en parlant politique avec la santé des Républicains. On va conclure en parlant de politique aussi. Les municipales, c'est pour dans 1 an et demi. Ça arrivera vite. La candidature d'Alain Carignon à Grenoble? Écoutez, Alain Carignon a fait acte de candidature. Il a énoncé le fait que c'était une candidature qui ne s'inscrivait pas dans un parti politique. Moi, vous savez, j'ai connu Alain Carignon, président du département de l'Isère, maire de Grenoble. Voilà, ça a été un élu d'importance. Je le respecte en ce sens. Après, on va voir comment est-ce qu'il va faire évoluer sa candidature avec les gens qui sont autour de lui. Vous avez été secrétaire départemental de l'UMP à l'époque, le parti de droite, aujourd'hui les Républicains. Yannick Neuder, candidate pour être le président départemental, vous le soutiendrez? 100% en accord avec Yannick Neuder. Comme d'ailleurs beaucoup, puisqu'on est beaucoup à l'avoir parrainé. Il a un nombre de parrainages qui est important. Non, c'est un homme respectable, respecté, et qui apportera à notre mouvement la crédibilité nécessaire au niveau du département, appuyant en ce sens une majorité départementale et régionale. Vous étiez maire de Château-Bernard avant d'être obligé de démissionner par la loi sur le non-cumul des mandats. Vous serez sur la liste aux prochaines municipales? On n'a pas encore regardé ça, vous savez, mais en tout cas, moi, je n'oublie pas d'où je viens. Et je n'oublie pas qui m'a fait confiance. Et en ce sens, je salue les habitants de Château-Bernard, parce qu'à un moment donné, ma vie politique a commencé ainsi, et je ne l'oublie pas. Merci Frédérique Puissat d'avoir été l'invité du Récap Info. Merci à tous de votre fidélité. Retrouvez-nous tout de suite sur les sites internet, sur les réseaux sociaux, avec Frédérique Puissat pour le bonus du Récap Info. Et on se retrouve aussi la semaine prochaine avec un nouvel invité.